Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Dominique Tally. Je serai la modératrice pour la présente rencontre. Donc, l'objet de la rencontre, tout d'abord, c'est de présenter le livre « Descendants d'immigrés tunisiens en France et en Tunisie, la relation entre les deux rives ». Nous espérons, par la publication et la présentation de cet ouvrage, pouvoir contribuer à la discussion sur la thématique des descendants d'immigrés tunisiens de deuxième et troisième génération en France et en Tunisie. Nous espérons aussi, à travers cette publication, porter les voix de ces personnes et essayer de comprendre leur situation, leur vécu, leurs aspirations. On espère aussi, en présentant cet ouvrage, vous inspirer pour vous approprier le contenu et en discuter et voir éventuellement traiter le sujet sous d'autres formats comme des articles de journaux, des émissions de télévision, la radio, les blogs, des histoires pour les arts vivants, des bandes dessinées, etc. Mais aussi, pourquoi pas, inspirer d'autres recherches ici en Tunisie et en France. Donc ce livre a été rendu possible grâce à une étude commanditée et supervisée par l'Observatoire national de la migration et elle a été mise en œuvre par Expertise de France à travers le projet LEMA de soutien au partenariat pour la mobilité Union européenne-Tunisie, sur financement donc de l'Union européenne. L'étude a été réalisée par l'équipe de recherche franco-tunisienne à travers le bureau d'études Agence Tally International, qui est spécialisée dans la communication pour le changement social et le changement de comportement. Le bureau d'études a pour vocation, entre autres, de produire des données qualitatives de qualité pour informer des approches de communication et des stratégies de développement basées sur les évidences, en contribuant aux objectifs de développement recherchés. Donc, suite à la validation et en accord avec les parties prenantes, il a été décidé de publier cette étude sous forme de livre avec les éditions Nirvana, et pour cela, nous en remercions M. Boujmil d'avoir permis la publication. Pour nous, cette publication représente également une grande opportunité de publication d'une étude qualitative de grande qualité réalisée dans le cadre d'un projet de développement. On souhaiterait que plus d'études réalisées dans les projets de développement soient également publiées sous forme de livres pour mettre ces connaissances et ces contenus à disposition de tous et de chacun. Donc j'aimerais remercier l'équipe de chercheurs qui a énormément travaillé en 2018-2019 et dont une partie est présente dans la salle avec nous. Il y a Pierre-Noël Denieuil, socio-anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS en France, et il a dirigé, comme vous le savez, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de 2008 à 2013. Il est le cofondateur en 2014 du Centre d'anthropologie de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines à Sousse. Nous avons Madame Houda Laroussi, docteur en sociologie, enseignante et chercheur à l'Institut du travail et des études sociales, l'INTES de Tunis. Nous avons Madame Razia Meshkel, docteur en sociologie, également enseignant-chercheur à l'INTES. Et enfin, à ma gauche, nous avons M. Makrem Mamdouche, géographe, enseignant-chercheur à l'Université de Sousse. Il y a d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas présents ici avec nous, qui ont participé à la recherche. Il s'agit de Mme Sonia El Amdouni, docteur en sociologie et qui est enseignante-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et Mme Noura Doudesh, anthropologue, étudiante en master d'anthropologie à l'Université de Nice. J'aimerais également remercier Mme Salwa Aliani, qui a contribué à la transcription des interviews pendant la recherche. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à l'équipe qui va vous présenter le livre. Après une introduction et une mise en contexte et l'explication de la méthodologie par M. Denieuil, les chercheurs vous présenteront les différentes typologies concernant les descendants d'immigrés de deuxième et troisième génération, les descendants d'immigrés en France, les descendants d'immigrés en Tunisie, et M. Denieuil conclura
coïncidera avec les attentes des descendants d'immigrés. On espère pas dépasser les 40 minutes pour pouvoir laisser le temps aux questions et aux débats. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour. Donc l'objectif de l'étude était de produire une connaissance sur les descendants d'immigrés tunisiens vivant en France, et notamment à partir de leur représentation et de leurs attentes pour la Tunisie, de leur disposition à s'engager pour son développement. Alors, pour situer rapidement les choses, en 2009, des données partielles de l'INSEE en France recensaient 180 000 descendants d'immigrés, soit 110 000 issus de 2 parents immigrés et 70 000 issus de 1 parent. Toutefois, par la suite, des données de l'INSEE de 2015 qui évoquent globalement 7,3 millions de personnes nées en France, d'au moins 1 parent immigré, et parmi ces 7,3 millions de personnes, 1 820 000, donc 25%, originaires du Maghreb. Parmi ces 1 820 000 originaires du Maghreb, 5% sont des descendants d'immigrés tunisiens, soit le double, soit 365 000 personnes. Donc le double, en fait, merci. Donc le double des statistiques partielles de 2009. C'est dire en fait que la question statistique avance lentement et que les données, à la fois les données consulaires et les données tunisiennes et les données françaises, sont mal disponibles. En France, en plus, on n'a pas de statistiques sur les origines à partir du moment où l'individu est né en France. Donc, l'objet de notre étude était une approche délibérément qualitative, avec deux objectifs. D'une part, ce qui est très peu pratiqué dans les travaux de sciences humaines et sociales en France, établir une distinction entre immigrés en France et descendants d'immigrés, donc ne pas amalgamer les migrants avec la génération issue d'eux. Et d'autre part, montrer le profil de ces descendants d'immigrés en France, montrer leur histoire qui s'est construite dans le Creuset, mais différemment de celle de leurs parents, leur devenir professionnel, familial, leur identité, les liens qu'ils ont conservés par rapport à la Tunisie et leurs attentes pour le pays. On a donc constitué un canevas thématique autour de ces questions à partir d'entretiens conversationnels d'une durée de 30 minutes à parfois 3 heures, à partir d'un échantillon de 113 entretiens qui se répartissaient ainsi. On a vu 84 descendants d'immigrés de 2e et 3e génération, dont 75 de 2e génération et 9 de 3e génération. De manière à avoir un contexte global, on a vu 8 migrants de 1re génération ou des nouveaux migrants, on va définir qui sont ces nouveaux migrants, et des personnes ressources, et puis 21 institutions, associations, ONG de développement, consulats. Sur ces 113 entretiens, 29 ont été effectués en Tunisie et 83 ont été effectués en France. En France, on a ciblé en fait 3 régions et 4 pôles. D'abord la région parisienne, la région Rhône-Alpes, région de Lyon-Saint-Étienne, axe Lyon-Saint-Étienne, et la région sud-est et sud-ouest avec 2 pôles, un pôle sud-est Nice-Marseille et un pôle à Toulouse. On était donc 6 chercheurs autour d'un canevas commun et en fait c'est important pour le livre, quand vous verrez le livre, en fait le livre est un travail collectif, c'est-à-dire chacun des chercheurs qui a fait ces enquêtes, au terme de chaque entretien, a rédigé un premier rapport thématique et analytique sur l'entretien qu'il avait effectué. Et le livre, après, s'est construit autour de l'ensemble de ces rapports thématiques. Voilà. Alors, juste avant de donner des principaux résultats
deux points essentiels du livre. D'abord, ce livre est l'occasion de définir ce qu'on entend par diaspora et ce qu'on peut définir à l'intérieur d'une diaspora. Toutes les expressions qui s'y rattachent. On parle des migrés, d'immigrés, on parle les Tunisiens résidant à l'étranger, on parle des Tunisiens à l'étranger, on parle des enfants d'immigrés. Donc, d'abord la diaspora. On a défini la diaspora tunisienne comme l'ensemble des Tunisiens ne résidant pas en Tunisie et vivant pour un temps plus ou moins long à l'étranger. Alors, cette diaspora inclut deux groupes. D'abord, ce qu'on appelle les Tunisiens résidant à l'étranger, qui sont composés des migrants de Tunisie, que les statistiques officielles tunisiennes appellent les sortants, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Donc, tous sont nés en Tunisie et se divisent au fil du temps entre ceux qui ont la seule nationalité tunisienne et ceux qui sont devenus tunisiens binationaux. Les dernières statistiques donnaient environ 57% de binationaux. D'autre part, donc ça c'est le premier groupe, les Tunisiens résidant à l'étranger. Le deuxième groupe, les descendants d'immigrés. Les descendants d'immigrés sont nés en France d'un ou de deux parents tunisiens. Les statistiques publiées en 2010 les répartissaient en 57% avec la seule nationalité française, 38% avec les deux nationalités et 5% avec la seule nationalité tunisienne. Ce qui veut dire que 95% ont la nationalité française, dont sur ces 95%, 38% ont la double nationalité. Alors, c'est important de faire ces distinctions car les statistiques en général parlent globalement des Tunisiens résidant à l'étranger et souvent les amalgames, quand on parle du nombre de Tunisiens résidant à l'étranger, on les amalgame avec les descendants d'immigrés. Et cela peut induire des confusions politiques et en matière de développement. Par exemple, on parle des Tunisiens résidant à l'étranger, rentrés ou retournés en Tunisie. Or, on a vu dans l'étude, on en reparlera, qu'un descendant d'immigrés ne retourne pas, ne rentre pas en Tunisie, puisqu'il est né en France. Par contre, il peut s'installer au pays de ses parents ou de ses grands-parents. Donc, au lieu de parler de retour, on parlera plus d'installation. C'est important aussi de faire cette distinction pour reconnaître que parmi ceux qu'on nomme les Tunisiens résidant à l'étranger, il y a des Tunisiens qui, bien que nés en Tunisie, ont aussi la nationalité française et qui se disent et se revendiquent binationaux. Donc, on peut, du point de vue tunisien, on peut les appeler les Tunisiens résidant à l'étranger, mais on a, nous, souhaité les appeler les franco-tunisiens, comme beaucoup ont souhaité se nommer. Et on peut dire que ces franco-tunisiens, s'ils résident très souvent en France, s'ils résident peu en France et vont souvent en Tunisie, ils sont des Tunisiens résidant à l'étranger. Mais s'ils résident souvent en France et vont peu en Tunisie, on pourrait très bien les appeler des Français résidant à l'étranger. Donc, la nécessité de faire ces différences. Alors, dernière chose, la question des générations. Et c'est un point essentiel que le livre clarifie. Donc, dans la première partie de ce livre, on montre que la filiation de la communauté tunisienne se construit par l'arrivée en France dans les années 50, 60 et 70 de ce qu'on a appelé les primo-migrants, suivi du regroupement familial, donc la mère rejoint le père avec les aînés de famille, et puis de la naissance des enfants en France, dits de deuxième génération, comme leurs aînés qui sont nés parfois en Tunisie, lorsque dans le cas du regroupement familial, la mère revient avec déjà un ou deux enfants. Donc, ils sont dits deuxième génération. Alors, notre étude sur les descendants d'immigrés s'appuie sur l'hypothèse de deux vagues migratoires.
La première vague migratoire donc, que je viens d'évoquer, qui est celle des primo-migrants, que l'on a nommée, pour faire simple, la première génération historique, c'est une migration de main-d'œuvre, on l'évoque dans le bouquin, sous contrat, demandée par les entreprises françaises dans les secteurs de la reconstruction, durant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses en France, après la Seconde Guerre mondiale. Donc leurs enfants, on les a appelés la deuxième génération historique, et leurs petits-enfants sont la troisième génération historique. Ça, c'est la première vague jusqu'à la fin, jusqu'au milieu des années 70, disons jusqu'à la fin des années 70. Donc, on les a appelés aussi la première génération. Alors, ce qui fait, quand on étudie la deuxième génération, on se trouve confronté à, d'une part, des enfants de la première vague historique, qui peuvent avoir entre disons, 35 et 60 ans, qui sont la deuxième génération, qui sont les enfants de ces primo-migrants. Et puis, on se trouve confronté à une autre deuxième génération, ceux de la deuxième vague de la première génération, qui auront à peu près entre 15 et 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on a appelé dans le livre la jeune deuxième génération. Donc, en fait, ça veut dire que les jeunes qui ont entre 30 et 40 ans peuvent être soit issus de la première vague, soit issus de la deuxième vague. Donc, des jeunes entre 30 et 40 ans qui ont cet âge peuvent être issus de parents de vagues migratoires différentes, et donc dont les parents ont été socialisés à des époques différentes en France, puisque les parents des premiers ont été socialisés pendant ont socialisé leurs enfants pendant les 30 glorieuses, alors que les seconds les ont socialisés dans la période des années de crise à partir des années 80. Donc on a à la fois les cadets, donc les derniers nés de la première vague, et les aînés de la deuxième vague. Dans cette deuxième génération. Alors, il y a aussi la troisième génération. Ben, la troisième génération, on en a vu un peu moins, parce qu'ils sont un peu plus rares et puis ils sont plus jeunes. Ils ont entre 20, on peut en trouver entre 20 et 25 ans. Ce sont les petits-enfants de la première génération historique. Voilà. Et certains, les plus âgés, ont le même âge que les jeunes deuxième génération de la deuxième vague. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces troisiesième générations, certains peuvent avoir une épaisseur historique familiale plus forte, puisque ce sont leurs grands-parents qui sont issus de l'immigration, alors que pour les autres, ce sont leurs parents qui sont issus de l'immigration. Voilà. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on a présenté dans le livre, qui est la typologie des descendants d'immigrés tunisiens nés en France de deuxième génération jusqu'à la fin, au début des années 80. Voilà. Donc, c'est Ouda qui va intervenir. Merci Pierre-Noël. Donc je vais continuer sur les descendants d'immigrés en France, puisqu'on a fait nos enquêtes aussi bien en France qu'en Tunisie. Moi j'ai fait un peu les deux, mais surtout j'ai fait plus en France qu'en Tunisie. Donc en fait on a, suite à ces enquêtes dans les villes et dans les régions que Pierre-Noël a indiquées, c'est-à-dire Nice, Marseille, Toulouse, la région lyonnaise et Paris, en fait, on a fait une typologie des descendants d'immigrés en France, et cette typologie a été faite en fonction de leur parcours et de leur projet de vie. Voilà, et donc on a remarqué que pour cette catégorie, la Tunisie est très présente. Elle est présente, mais décline de diverses manières.
selon le cadre donné en fait par les parents et selon la trajectoire que ces descendants d'immigrés ont suivi. Donc dans ce cadre, nous avons identifié des profils des descendants d'immigrés, en fait, comme l'a expliqué Pierre-Noël, et qui sont nés entre les années 50 et les années 70. Et nous avons en fait fait une typologie de 6 aspects, en fonction de 6 aspects. Alors, le premier aspect, on les a nommés les traditionnels. En fait, quand on dit traditionnel, ça montre bien, c'est une catégorie qui s'est retrouvée en train de transmettre des coutumes et des traditions et des manières d'être dans la région ou d'origine du village en France. Et on se dit, comment ça s'explique? Ça s'explique, en fait, ça s'explique par le regroupement communautaire, par l'identité, en fait, il y a une reproduction en France de l'identité du clan, et puis par des mariages entre cousins. Donc ça, on l'a bien en fait saisi. Et puis il y en a pas mal. Par exemple, si je prends un des exemples d'un des témoignages que nous avons repéré, par exemple, il y en a une fille que nous avons indiquée qui a grandi, qui a fait ses études en France, mais qui a été vraiment sous l'influence de la famille. Donc du coup, elle était, et c'était déjà destiné, elle est rentrée en Tunisie pour se marier. Et donc, dans un village qui est l'origine de ses parents, elle s'est mariée, s'est installée, elle a eu des enfants dans ce village tunisien. Donc, ça montre très bien cet attachement à la tradition et aux coutumes, et pourtant, on est dans un pays qui est beaucoup plus ouvert et qui aurait pu donner plus, je veux dire, de perspective à cette catégorie de Tunisiens français. Alors, nous avons aussi identifié ce que nous avons appelé des isolés en fait, et nostalgiques. En fait, là, on est dans une autre logique. De quoi il s'agit? Il s'agit de Tunisiens de France qui sont dans des projets d'intégration. Ça veut dire que c'est des Tunisiens de France qui ont subi des problèmes de discrimination ou d'isolement. En fait, du coup, ils sont repliés sur leur communauté et les réseaux familiaux, et ils ont vécu dans la perspective, c'était un des projets de leurs parents, de retour. Donc, ils ont vécu dans la perspective d'un retour qui a toujours été souhaité par les parents, et ils sont dans une identité tiraillée entre la France et la Tunisie. Par exemple, un de ceux que j'ai rencontrés et que nous avons rencontrés s'appelle Saïd. Il est victime vu son nom déjà, son prénom, victime de discrimination, et il s'est toujours senti rejeté. Et en fait, ce qui le pousse de rentrer un jour ou l'autre pour s'installer en Tunisie. Alors, je viens à la troisième catégorie que nous avons identifiée, ce qu'on appelle les autoconstruits. En fait, les autoconstruits, ils ne se considèrent pas des victimes. En fait, c'est une catégorie que nous avons identifiée et qui a choisi de se battre pour se construire et construire son parcours. Beaucoup, d'ailleurs, ils sont insérés dans les métiers du social et du développement. Et donc, cette catégorie est vraiment fière de son identité française, et vraiment, ils soutiennent énormément les Tunisiens de Tunisie, surtout après la Révolution. Je prends par exemple le cas de Selima, qui est très francophone, qui a étudié, qui a bien réussi ses études, qui est repartie en Tunisie, mais qui est revenue, qui est vraiment très résiliente et s'est construite en fait. Elle a fait des études en arabe et elle travaille sur la radicalisation en France. Alors, je passe à à la quatrième typologie, c'est les militants de quartiers difficiles, et ça c'est c'est la catégorie des binationaux qui sont dans les quartiers difficiles de la banlieue, dans la banlieue lyonnaise et un peu dans les banlieues des villes que nous avons visitées. En fait, c'est des gens qui sont des résilients et qui ont voulu transmettre le traumatisme qu'ils ont vécu en construction personnelle. Alors, en fait, c'est une catégorie qui est moins tournée vers les Tunisiens de Tunisie que plutôt vers les Tunisiens de France et leur descendance.
Ils sont en fait dans la construction sociale et professionnelle et ils ont pour objectif en fait d'améliorer les conditions de vie de cette catégorie de population en difficulté, et le plus souvent ceux qui sont dans ces banlieues en difficulté, qui sont maghrébins ou qui sont des migrations subsahariennes. Alors je prends par exemple, là c'est quelqu'un que nous avons rencontré et qui a eu un parcours vraiment très intéressant. D'ailleurs je me dis, si c'était en Tunisie, on ne sera pas dans ce genre de cas, parce que en fait il s'est construit et puis la société française lui a apporté toutes sortes des opportunités de formation et de stage en fait pour évoluer dans sa carrière professionnelle. En fait c'est quelqu'un qui est de parents analphabètes, de père ouvrier, de mère au foyer, et il est issu des Minguettes. En fait c'est la banlieue lyonnaise, c'est un quartier très difficile et très sensible. Alors, pour son orientation au collège, il a été orienté en fonction de la profession des parents et du déterminisme social. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu feras comme ton père, c'est-à-dire un métier manuel. Et donc, il s'appelle Samir. Il a été à un moment donné balayeur, mais suite à des rencontres, il a fait des formations, il a fait des stages, et donc du coup, aujourd'hui, il est devenu syndicaliste et militant, puis conseiller municipal. Donc Samir, il a été conditionné pour être ouvrier, mais il a été sauvé en fait par sa volonté d'évoluer et de changer de conditions sociales. Aujourd'hui, il accompagne les jeunes de son quartier dans le cadre de son engagement associatif. Vraiment, ça, je trouve ça une excellente... C'était un des excellents témoignages que nous avons eus pendant nos enquêtes de terrain. Alors, j'arrive ce qu'on appelle aux modernes engagés. En fait, c'est plutôt ceux qui ont eu un parcours brillant, en fait, et qui sont à la fois gardé leur distance par rapport à leurs origines, mais ils se sont adaptés à la société française. Et cette modernité s'est construite en fait dans le cadre de leurs projets familiaux et dans le cadre de leurs études et leur engagement professionnel. En fait, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont réussi, et donc là, je donne par exemple l'exemple de Sandes que nous avons rencontré. Elle a fait des études très brillantes, elle est cadre, elle a fait un excellent parcours professionnel et elle a eu la chance un jour de travailler dans une société française en Tunisie. C'était pour elle l'occasion de mieux pratiquer le dialecte tunisien, mais à un moment donné, elle a choisi de retourner en France. Elle s'est engagée donc du coup après dans un travail associatif auprès, elle est issue aussi de quartiers difficiles, elle s'est engagée dans un quartier, un engagement plutôt dans une association pour apporter un soutien aux jeunes de son quartier. Et j'arrive à la dernière, je termine par les passeurs des deux rives, et ça veut dire en fait, c'est ceux qui ont consacré une partie de leur vie entre les deux communautés de Tunisiens en France et en Tunisie. En fait, ils sont entre les deux rives, ils ont tenu à apporter en fait leurs compétences, et je vous donne l'exemple, par exemple, c'est ceux qui ont qui ont voulu jouer un rôle important après la Révolution dans la vie politique. Par exemple, là, je prends l'exemple de Madame Karima, qui a été députée de la Constituante de 2011 à 2014 et adjointe au président de la Constituante. Elle avait la charge du dossier des martyrs de la Révolution, mais en fait, malheureusement, elle a gardé un souvenir d'une expérience marquée par la discrimination et le traumatisme. En fait, son expérience, alors qu'elle est venue pour représenter la deuxième et la troisième génération en Tunisie, mais elle a été, en fait, elle s'est retrouvée face à des obstacles de la part des Tuniso-Tunisiens, ce qui l'a incité à un moment donné de se retirer. Voilà, donc c'est pas la peine que je donne le nom, mais je pense que certains d'entre vous
compris, ils ont dû connaître un peu le nom exact de cette personne. Voilà, donc et finalement je donne le dernier exemple de Tidel qui est franco-forcément tunisienne. Elle est enseignante à l'université de Lyon. Elle s'est engagée dans l'ISI, en fait, au cours après la Révolution, pour représenter les Tunisiens à l'étranger. Et donc, elle déplore un manque de reconnaissance de ses actions. Pareil, en fait, elle a eu des problèmes avec les Tuniso-Tunisiens dans le cadre de cette expérience. Et je m'arrête à ce niveau-là. Alors, juste avant de passer aux Tunisiens de France installés en Tunisie, cette jeune deuxième génération dont je vous ai parlé, née dans les années 80-90, très très rapidement, ce qu'on montre dans le livre, c'est en fait une oscillation, un peu comme une espèce de pendule qui va d'un côté ou qui va de l'autre, entre un ancrage dans la société française, où ils ont poursuivi leurs études, où ils ont souvent acquis un métier, et un fort attachement pour la société d'origine des parents. Donc la production d'une double culture qui oscille entre deux ancrages. Ce qu'on a appelé un ancrage stabilisé et ce qu'on a appelé un ancrage contrarié. L'ancrage stabilisé, c'est ceux qui savent qui ils sont et qui ont choisi d'un côté ou de l'autre, qui est revenu un peu déçu. Et puis un troisième cas, et qui s'est conforté dans une identité française tout en reconnaissant ses origines tunisiennes, mais en disant je vis en France, je suis française, je suis aussi tunisienne, mais après. Et donc le troisième cas dans cet ancrage stabilisé, c'est le fils d'un boulanger, Majd, qui a pris ses distances, en fait, qui dit avoir pris ses distances par rapport au bled, qui nous dit qu'il a fait le tour un peu de la famille, et puis qu'il préfère passer ses vacances en Espagne, et il préfère emmener sa famille dans d'autres pays d'Europe, tout en gardant des attaches à la Tunisie. Ceci étant, dans la suite de l'entretien, il parle de sa fille, et on sent qu'il a plutôt envie de transmettre à sa fille des valeurs tunisiennes. Donc il y a une certaine ambiguïté. Hein. Et puis le deuxième type d'ancrage, qui est un ancrage contrarié, c'est-à-dire de beaucoup de personnes qui cherchent à se reconstruire une place entre la France et la Tunisie, qui ont eu un parcours chaotique entre les deux pays, sans pouvoir mettre de repères. Donc ceux qui ont un ancrage difficile sont ceux qui ont eu un parcours géographique un peu contrariés, par exemple, qui sont nés en France, qui sont repartis sur décision du père à l'âge de 5 ans, qui sont venus en Tunisie et puis qui sont revenus en France à 10 ans avec un décalage linguistique, ou alors qui sont retournés en Tunisie jusqu'à l'âge de 18 ans et qui après sont allés faire des études. Donc il y a une sorte de déception chez eux. D'autres ont vécu la discrimination, et Radia en parlera, et ont préféré repartir en Tunisie. Certains se sont ressourcés dans l'identité, notamment le cas de Myriam qu'on avait rencontré à Rouen, dans l'identité musulmane, ou pour certains dans une identité de mixité, c'est-à-dire ceux qui ont un des deux parents qui est d'origine algérienne ou d'origine marocaine, par exemple, se sont plutôt tournés vers l'autre identité, ni l'identité tunisienne ni l'identité française, mais l'identité algérienne ou marocaine, avec toujours une oscillation de la double culture. Certains se disent plus français, d'autres se disent plus tunisiens. Quelqu'un nous dit, ma prof m'a demandé mon origine, j'ai réfléchi, je lui ai dit les deux. Voilà. Donc pour ce qui est de la troisième génération, très très rapidement, on a distingué 3 catégories. La première qu'on a appelée un peu ceux qui sont dans ce qu'on a appelé la reproduction tempérée, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans une famille
de la tradition, avec des grands-parents traditionnels et avec une certaine volonté d'adaptation. Par exemple, les femmes nous disent moi je ne vais pas élever mon fils et ma fille totalement comme mes parents nous ont élevés. Une deuxième catégorie qui se comporte, qui met en avant l'intérêt et l'opportunité. Finalement, on est français, mais on est aussi tunisien. Le dinar est bas par rapport à l'euro. Il y a des possibilités de faire du business, donc on va utiliser cette chance de notre deuxième pays. Et puis, il y a une troisième approche qui est celle de la quête identitaire dans le religieux, qui est un peu un moyen de trouver des repères que les parents n'auraient pas donnés. On n'en a pas eu beaucoup dans notre échantillon de ces cas. De manière globale, pour la troisième génération, on note une érosion de l'attachement, des mariages mixtes, et la Tunisie qui est plutôt vue comme un plus, plutôt que comme une préférence. Voilà. Merci. Donc les Tunisiens installés. Voilà. Merci Pierre-Noël. Donc je vais présenter très brièvement les différents portraits d'installation des descendants d'immigrés en Tunisie. Donc cette étude nous a permis de tirer 5 portraits typiques des immigrés d'installation, et à l'intérieur de chaque type, on a trouvé des différentes catégories. Donc je commence par citer le premier type, qui sont les porteurs de projets. Qui sont les porteurs de projets? Ce sont les descendants d'immigrés nés en France, mais ils ont décidé à un moment de leur vie de s'installer en Tunisie pour porter un projet. Là, on a recensé plusieurs catégories de projets. Je cite par exemple le projet personnel des autoconstruits, les self-made men, qui sont ceux qui veulent prolonger leur projet personnel en Tunisie. Donc, on a un autre exemple de quelqu'un qui cherche dans la Tunisie des nouvelles opportunités. Donc, la Tunisie représente pour lui une opportunité pour se développer dans ces milieux et s'émanciper professionnellement entre les deux rives. Donc, il va bénéficier des deux possibilités, en Tunisie et en France en même temps. D'autres qui sont sur des projets familiaux. Donc, pour cette catégorie, le projet professionnel devient une opportunité par solidarité parentale et familiale. Donc je passe au deuxième portrait qui représenté par les installés par défaut. Donc les représentés par défaut, ou bien les installés par défaut, ce sont les individus qui sont soit d'un ras-le-bol de la France, c'est-à-dire ils sont déçus, ils sont stigmatisés en France, et qui veulent partir et retrouver une meilleure qualité de vie, donc ils cherchent une vie meilleure. Donc, soit ce sont des individus et des mal intégrés. Ils ont un problème d'intégration en France, donc ils ont choisi de retourner en Tunisie et de s'installer. Là, Pierre-Noël a déjà fait la différence entre l'installation et le retour. Il s'agissait plutôt de l'installation, vu qu'ils sont des Français nés en France, mais lorsqu'ils quittent la Tunisie vers la France, ils retournent en France. Donc, il y a une différence entre retour et installation. Donc, la Tunisie représente alors une deuxième chance pour eux. Je cite un exemple d'un interviewé qui fait partie des pays qui ont tout pour être comme les Français et s'intégrer dans la société française, mais le poids de discrimination et de l'instabilité professionnelle les conduisent à partir vivre en Tunisie comme une deuxième chance. Un troisième niveau de portrait, c'est les installés par contrainte. C'est quoi les installés par contrainte? Ce sont les installés par suite à une décision de père d'opérer pour sa famille un retour aux origines et aux racines tunisiennes. Donc, l'installation par contrainte peut être vécue comme une chance ou une malchance. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais citer un exemple d'une installation assumée, d'une installation de malchance. On a ici le cas d'un descendant d'immigrés socialisé entre les deux cultures
qui a fini par choisir le retour en Tunisie afin de protéger ses enfants de la désintégration dans la société française suite au divorce des parents, autour de l'âge de 4 ans, époque où il a été envoyé en Tunisie. On peut ajouter à cela que cette installation par contrainte ne peut pas être liée uniquement à la volonté du père, mais elle peut être liée aux accidents de la vie, c'est-à-dire divorce ou décès. Donc, il y a soit un décès, soit un divorce pour que la famille décide de rentrer en Tunisie. Quatrième type d'installation, c'est les identitaires. Ce sont généralement les célibataires qui mènent des actions professionnelles, associatives ou médiatiques. Leur installation s'inscrit sur une interrogation sur leur existence et sur la quête identitaire. Dans cette catégorie, on a par exemple ceux qui pratiquent un nomadisme de projet entre les deux rives. Donc, il s'agit là d'un profil voyageur. D'autres viennent trouver refuge au pays au terme d'un long périple international. D'autres encore cherchent à boucler la boucle d'une histoire familiale ou à retrouver une légitimité au pays d'origine. Et je termine avec le dernier portrait, le 5e portrait, c'est celui des familles installées. Il s'agit là d'une démarche familiale, c'est la famille qui décide de rentrer en Tunisie ou de s'installer en Tunisie, c'est-à-dire des couples qui ont décidé ensemble de s'installer avec leurs enfants en Tunisie. Et ici, on a 2 types d'installation et 2 types de motivation, soit pour apprendre aux enfants la langue et la religion, ou alors retrouver une meilleure qualité de vie. Pour le premier type, je cite un exemple d'une famille qui a émis un projet d'installation familiale pour raisons linguistiques, religieuses et professionnelles. Le mari fait des allers-retours. Aujourd'hui, il y a un sentiment mitigé de fatigue et de déception et l'avenir tunisois est incertain. Le deuxième type, je cite un exemple d'une famille qui a choisi de s'installer en Tunisie pour une meilleure qualité de vie. Le projet d'installation visait dès le début un triple objectif familial, professionnel et éducatif. Le couple n'envisage pas quitter la Tunisie et le père fait quand même des allers-retours hebdomadaires vu qu'il a un projet ici en Tunisie et en France en même temps. Donc il y a un bénéfice, que ce soit ici en Tunisie ou bien en France. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je donne la parole à Macron pour continuer. Merci beaucoup, Ariel. Donc, je vais continuer sur le même enjeu, c'est-à-dire un peu d'exposer encore plus le profil de ces descendants d'émigrés de 2e, 3e génération. Donc, on vient de signaler Pierre, sur le plan méthodologique, nous avons essayé de concentrer nos enquêtes de terrain sur les principales régions pourvoyeuses de migration, c'est-à-dire qui ont des traditions migratoires importantes, et ne pas se concentrer sur une seule région appropriée. Donc c'est pour ça qu'on s'est déplacé un peu partout en Tunisie, et principalement dans les zones connues par des traditions migratoires, le Grand Tunis, bien entendu, le Sahel, le Nord-Ouest et le Sud-Est comme étant des régions qui ont toujours été des régions pourvoyeuses de grandes traditions migratoires, principalement vers la France. Comme on vient de signaler l'ensemble de l'équipe, cette étude apporte beaucoup en termes de connaissances sur la migration tunisienne en général, et elle permet encore plus de mettre les projecteurs sur la 2e et 3e génération qui reste encore mal étudiées ou peu connues, bien entendu, et surtout celles qui ont décidé de s'installer, de rentrer dans les pays d'origine, ou les milieux d'origine de leurs parents. Donc elle expérimente aussi bien le degré d'enracinement de ces acteurs dans l'histoire et les trajectoires de la migration tunisienne depuis la Tunisie ou en France.
Donc, cette question d'installation et de retour au pays et au milieu d'origine montre qu'elle est liée à des motivations, que ce soit économiques, sociales ou autres, mais aussi à des contraintes rencontrées en France et analysées sur différents profils, comme vient de l'exposer ma collègue Radia, et non pas vraiment des questions fortuites, c'est-à-dire une question fortuite. Les collectes de données que nous avons essayé de recueillir à partir du terrain a contribué à élucider les différents types de relations sociales et économiques développées par les descendants d'immigrés en France et d'approfondir la connaissance rapportant aux positions formulées ou suivies par ces acteurs dans leur parcours de vie en Tunisie. Le croisement des informations recueillies des différents types et entretiens réalisés avec les descendants d'immigrés nous ont servi de distinguer de stratégies de mobilité à l'intérieur, de mobilité spatiale à l'intérieur ou d'installation en Tunisie. Par conséquent, on peut déjà retenir trois grandes catégories. Une première catégorie se rapporte aux descendants d'immigrés qui ont choisi de retourner et de s'installer, non pas dans leur milieu d'origine, mais beaucoup plus dans des zones qui présentent des conditions de vie meilleures. Surtout, je parle des originaires des régions du sud ou du nord-ouest, où le projet d'installation ou d'investissement vraiment cible beaucoup plus les grandes villes, principalement le Grand Tunis, où les conditions de vie sont meilleures. Et là, pratiquement, il y a pas mal de gens qui n'hésitent pas à retenir une expression et ils essaient toujours de garder une petite France en Tunisie, c'est-à-dire non pas de rester dans leur lieu d'origine qui n'est pas aussi favorable comme ils le souhaitent. Donc le choix de retour pour l'installation est a priori justifié par l'investissement. Cette attitude affaiblit bien entendu les impacts de cette question d'installation dans les milieux d'origine et dans le développement local des zones intérieures et accentue encore plus le clivage entre zones littorales et zones de l'intérieur. Le deuxième groupe compte bien entendu les installés originaires des zones littorales, du Sahel, ainsi de suite, où vraiment ils placent tous leurs projets d'installation et d'investissement dans les mêmes milieux d'origine. Et puis une troisième grande catégorie qu'on a pu dégager, c'est ceux et celles qui essaient de combiner entre les deux, c'est-à-dire de viser, de s'installer et de créer des projets dans leur milieu d'origine, mais aussi dans d'autres régions vraiment principalement littorales ou les grandes villes tunisiennes touristiques. Bien entendu, ils cherchent par cette stratégie à diversifier la rente relative à leur retour en Tunisie, profitant bien entendu et principalement de la plus-value de la valeur de change. Donc, tout au long de la finalisation de cette étude, une vision critique apparaît de la Tunisie, c'est-à-dire de son avenir. Il est important de constater que l'ensemble des enquêtés, s'ils reconnaît le fait qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de l'installation et de retour, mais ils évoquent aussi un sentiment de déception tout au long du temps passé en Tunisie. Il s'agit plutôt d'une perception sceptique vis-à-vis de l'avenir politique et social en Tunisie. Et on notera notamment que les avis formulés, c'est par rapport à la dégradation des conditions économiques et sociales, la confusion et l'incertitude au niveau politique et social, une infrastructure de base défaillante et qui ne répond pas aux besoins de cette population, le départ de nombreuses compétences dans l'entourage des descendants d'immigrés tunisiens. C'est une déception et quasiment unanime dans tous les interviewés que nous avons essayé de rencontrer. Par contre, il y a des personnes qui ont insisté sur le paradoxe de la Tunisie. D'un côté, ils voient une société sans règles, mais
mais avec malgré tout un terrain favorable pour créer des projets. Il déplore alors un système où les gens cherchent la rentabilité à court terme, une administration qui décourage toute innovation ou initiative. Les témoignages à ce titre ont beaucoup insisté sur le fait que le Tunisien de France, le Tunisien de France installé ou de retour en Tunisie, est souvent pointé du doigt. Donc, lorsqu'il vient en Tunisie, et la question récurrente, pourquoi vous êtes revenu? Alors que, comme si c'était un contre-courant de l'envie d'un nombre important de gens qui respirent au départ. Donc, vraiment, c'est un contre-courant de l'alternative générale que espèrent beaucoup de Tunisiens. On peut noter dans ce sens aussi une bataille un peu psychologique entre Tunisiens de France qui affichent une réussite et des Tunisiens de Tunisie qui sont toujours à la recherche d'un avenir. Donc ça se renforce encore plus cette dichotomie entre les deux images par le fait de la surplus-value d'évaluation du dinar tunisien, mais aussi de cette liberté de circulation entre la France et la Tunisie qui accentue encore plus ces deux images. Il ressort aussi que la majorité est persuadée de la difficulté de la vie en Tunisie, donc en raison de la mentalité, donc ça revient toujours cette question de mentalité, de l'infrastructure de base qui manque ou défaillante, de la lenteur administrative et de la lourdeur bureaucratique. Cependant, la tendance la plus importante est presque persuadée du retour en France. Donc il y a une alternative ou un souhait que ces descendants tunisiens installés en Tunisie, ils pensent beaucoup plus à la question de retourner en France en fonction de ces difficultés qu'ils ont retrouvées en Tunisie, ou plutôt dans une perspective de circulation mais à forte cadence. Mais on peut retenir aussi deux catégories dans ce sens. Les plus déterminés au retour, ce sont ceux qui ont de la famille, qui ont des enfants, et ils sont pratiquement dans l'optique du retour. Ils ont décidé ainsi qu'ils se déclarent de ne pas pouvoir compromettre l'épanouissement des enfants et de la vie familiale face aux différentes difficultés rencontrées lors de passage en Tunisie. D'autant plus que les projets proposés par les TI se sont opposés aux complications administratives bureaucratiques et qu'une part très importante de ces projets, malheureusement, ils ont échoué. Par contre, les déterminés à rester sont beaucoup plus les célibataires, donc, comme vient d'évoquer ma collègue Radé. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent plus de détermination à rester, à accompagner ou diversifier les projets en Tunisie. Ils expriment une résistance à surmonter ces difficultés formulées, vu qu'ils n'ont pas un engagement familial, et ce qui renforce le degré de résistance contre toute forme d'obstacle administratif ou social. Par ailleurs, il est important aussi de signaler tout au long de cette étude qu'à la différence des pays de France qui préfèrent beaucoup plus le travail salarial, nous avons vraiment dégagé que les pays installés en Tunisie se dirigent en premier lieu vers l'entrepreneuriat, principalement dans le service et donc pour une moindre mesure dans l'agriculture, puis en deuxième lieu le placement dans le foncier et l'immobilier. Cette forme de financement obéit bien entendu à des objectifs de stratégie de rente importante, et c'est une sorte de précaution que prend ces DI, c'est-à-dire descendants d'immigrés, par rapport au contexte socio-économique mis en place en Tunisie. Donc voilà un peu le contexte, un peu pour aborder le profil que nous avons essayé de dégager à travers les entretiens que nous avons faits et à travers cette étude. Voilà. Merci.
Alors, donc, pour conclure, la dernière partie du livre est consacrée à un ensemble de préconisations qui ont été faites par les descendants d'immigrés, par les gens que nous avons rencontrés, où ils expliquent un peu leurs attentes. En fait, ce qui ressort de ça, c'est qu'ils attachent une grande importance au mode de relation établi entre la diaspora, c'est-à-dire leur diaspora, à la fois les Tunisiens résidant à l'étranger, les Franco-Tunisiens et les descendants d'immigrés. Donc, mode de relation établi entre cette diaspora et la population et les institutions tunisiennes. Donc, ce qui ressort, c'est un fort désir de reconnaissance et un désir d'une meilleure inclusion sur la base d'un véritable, je cite, contrat et de mesures d'incitation entre les Tunisiens de France, les descendants d'immigrés et la Tunisie. Par exemple, au niveau des institutions, on a rencontré beaucoup de remises en question, de discussions sur le rôle de certaines institutions, par exemple l'Office des Tunisiens de l'étranger, en demandant peut-être qu'il ait un rôle moins politique et qu'il soit plus proche aussi une volonté que le Haut Conseil des Tunisiens de l'étranger les représente mieux. C'est-à-dire que, en fait, pour les descendants d'immigrés, le souci, c'est de se sentir représenté dans les instances, dans les institutions, par des Tunisiens migrants qui viennent d'arriver en France, ou qui sont arrivés depuis quelques années, mais qui n'ont pas la réalité qui est la leur. Et la réalité qui est la leur, c'est la naissance en France, c'est une pratique de la langue, un bilinguisme avec une mise d'accent beaucoup plus forte sur le français, et un système de valeurs qui est emprunté à la société française. Donc, disons, nous, les descendants d'immigrés, on souhaite être représentés, non par des Tunisiens de première génération qui viennent de Tunisie et qui ne comprennent pas notre réalité, mais par nous-mêmes, en fait. Donc, en matière consulaire, ils souhaitent que les réseaux consulaires deviennent une meilleure courroie de transmission pour porter et relayer leurs projets depuis la France et jusqu'en Tunisie. En matière de projets économiques, on a rencontré beaucoup de propositions de créer par exemple un office de l'entreprise qui, de la même manière qu'un office du tourisme, serait une sorte de plateforme de tutorat, d'accompagnement des entreprises sur les territoires et avec les municipalités, développer des réseaux de soutien en utilisant les technologies numériques par exemple. En matière administrative, adapter les procédures aux attentes de la diaspora et aplanir la fracture culturelle entre la diaspora et les administrations, par exemple en proposant, dans le cadre de formalités douanières, des formations douanières à la gestion des conflits interculturels. En matière de coopération, restaurer la confiance entre le pays d'origine et sa diaspora, c'est-à-dire effectuer par exemple de vrais jumelages en coopération décentralisée qui impliquent les communautés étrangères sur leur territoire, par exemple des associations tunisiennes impliquées dans le cadre de la coopération décentralisée sur leur territoire dans les régions d'accueil en France, en relation directe avec des institutions tunisiennes, mais que cette coopération décentralisée soit une coopération véritablement associative et pas uniquement institutionnelle, et puis privilégier des stages d'entreprise. Aussi, ça a été beaucoup évoqué pour mieux faire connaître le pays et développer des échanges et des réseaux. En matière politique et sociale, mieux faire participer les binationaux à la construction de la démocratie tunisienne et en impliquant leurs compétences. Et puis, repenser l'engagement associatif, penser de nouvelles formes associatives plus participatives. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. Enfin, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a on a donné beaucoup de citations, c'est-à-dire on a voulu donner vraiment la parole aux gens, tout en mettant ces citations dans un cadre un peu analytique pour comprendre la situation. Voilà.
Bien, merci. Merci beaucoup. J'arrive. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, s'il y a des questions, on m'a dit qu'il faudrait venir devant, je ne sais pas où, ici, oui. pour les poser, parce que c'est filmé et c'est en direct. Donc, s'il vous plaît, quand vous posez la question, vous vous présentez et ensuite vous posez la question. On va peut-être rassembler plusieurs questions avant de répondre, si c'est possible, et vous écrivez parce que je ne peux pas écrire. Donc, je n'ai pas, à vrai dire, des questions, mais des remarques. Et peut-être je vais essayer de contribuer à l'enrichissement de ce travail. Donc, je m'appelle Moustapha Nasraoui. Je suis professeur émérite de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis à côté. Je remercie d'abord les collègues qui ont présenté un travail intéressant sur le terrain, un travail inédit, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'écrits, de recherches sur le thème. Un travail aussi qualitatif, même si je n'ai pas lu le livre. Vous avez parlé de citations, de déclarations, de paroles. Toutefois, le travail gagnerait à être mieux équilibré, le chantier, à être mieux équilibré du fait que l'effectif entre la Tunisie et entre la Tunisie et la France, les deux effectifs, semble un peu déséquilibré. Et puis, ce qui est intéressant, mais je sais que c'est difficile, il faut faire, si c'est possible, dans notre travail, une étude longitudinale, suivre l'évolution, parce qu'une attitude ici et maintenant peut évoluer après quelques années. Surtout pour ceux qui s'installent en Tunisie ou même en France, peut-être au début enthousiastes, et puis par la suite, ils modèrent un peu de cet enthousiasme, deviennent plus critiques. Donc, une étude longitudinale est toujours intéressante, mais elle est difficile parce que les gens changent. La remarque, cette question d'identité m'intéresse beaucoup personnellement. J'ai lu des travaux, des déclarations, et j'ai déduit 3 types d'identité en fonction des générations d'immigrés que vous avez évoquées. Il y a un recoupement un recoupement partiel ou total, je ne sais pas, de ce que vous avez dit, de ce que j'ai constaté. Il y a ce que j'ai appelé la crispation identitaire. Au début, avant le regroupement familial, l'immigration était conçue juste comme un moyen de gagner de l'argent et de revenir au pays. C'était une parenthèse. Elle ne touche pas l'être en tant qu'être. Elle ne touche pas l'ontologie, les valeurs fondamentales de la... Donc, c'était quelque chose qu'on trouvait chez pas mal de maghrébins, même pas les Tunisiens. Et puis après le regroupement familial, donc avec des enfants, les aînés qui sont venus de la Tunisie ou les enfants qui sont nés en France, il y a ce que j'ai appelé l'identité mixte, où on puise de 2 dossiers, la société d'installation, la société d'accueil et la société d'origine. Mais attention, ce n'est pas... il y a des valeurs qu'ils utilisent. Par exemple, les valeurs modernes de la société d'accueil qui aident à s'adapter du point de vue pragmatique. Justement pragmatique, ils les utilisent. Et parfois, les valeurs de l'être, on est musulman, le Coran a dit ceci, a dit cela, je ne mange pas le porc. Les valeurs ontologiques qui sont liées à l'être, ils les gardent. Mais il ne s'agit pas d'une synthèse de valeurs, c'est presque une juxtaposition, une coexistence où il opère par bricolage. Et puis, la 3e génération, ce que j'ai appelé, donc vous savez, je suis d'origine tunisienne, mais en fait, la dernière étape d'identité de principe, comme il a dit Pierre, avec les mariages mixtes, avec la langue, et souvent on ne parle pas la langue du pays. Donc, c'est 3 processus que j'ai constatés. Et encore une fois, je vous remercie de tout ce que vous avez fait, et vous êtes vraiment pionniers. Merci. Je vous
félicite pour cet exposé riche et juste les questionnements. Donc, Samir Nachi, enseignant à l'Institut du Travail, et des études sociales. Je suis le collègue de Odé et de la Donc, en tant que statisticien, juste, je veux savoir le choix de votre échantillon qui était de l'ordre de 113. Il est parti de la façon suivante, presque 3/4 pour les Tunisiens en France et 1/4 pour ceux qui sont installés en Tunisie. Donc, vous avez travaillé sur, vous travaillez sur 29 à peu près. Est-ce que cette répartition respecte la structure mère en France? Vous avez dit elle est de l'ordre de 365 000 Tunisiens, cette population, elle est de l'ordre de 365 000. Est-ce qu'elle est répartie de la même façon, 3/4, 1/4? Donc ça, c'est ce que je veux savoir. Et peut-on définir des caractéristiques qui peuvent identifier ce qu'il faut? Est-ce que, c'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'on peut savoir a priori les descendants qui restent en France ou qui aillent en Tunisie? Donc, est-ce qu'on peut définir des critères, a priori, parce que la majorité reste en France? Est-ce qu'on peut voir des critères? On peut définir, voilà, celui-là, il va partir en France. Est-ce qu'il y a un effet de région, par exemple? Vous avez parlé, par exemple, votre découpage était au niveau de Nice, Marseille et Toulouse. Est-ce qu'on n'a pas constaté, par exemple, un effet de région? Par exemple, ceux qui sont installés à Nice, généralement, ce sont du Sahel. On dit Msek, c'est Nice. Toulouse, c'est Split, ça s'appelle Toulouse, par exemple, je connais. Donc, Marseille, c'est le tout comme Paris. Donc, est-ce que vous n'avez pas identifié ce phénomène-là? C'est sûr que l'urbanisme, en fait, du travail sur l'espace urbain, sur la ville. Et je félicite d'abord mes collègues et les chercheurs pour ce travail qui est très intéressant et qui relève de la question, qui porte sur la question de la mobilité. C'est beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Pourquoi n'a-t-on pas situé cette étude dans le contexte de la mondialisation? Parce que l'immigration ne concerne pas uniquement Tunisie, France. Elle avait concerné les Européens avec l'Amérique, elle avait concerné les Asiatiques. Donc c'était un phénomène mondial. Et aussi c'est un droit de déplacement. Et donc il y a un travail. Pourquoi n'y a-t-il pas aussi eu ce travail de déconstruction des concepts, comme vient de le dire ma collègue, l'intervenante précédente? Pourquoi ne dit-on pas du tuniso-français, non pas du franco-tunisien? Il y a un rapport d'interculturalité, de pouvoir, de domination, qu'il faudrait relever. On le voit ça dans les écrits des écrivains maghrébins de langue française qui ont travaillé sur ça, comme François Fanon, comme donc les Bernémi, sur le portrait du colonisateur. L'immigration en France se situe aussi dans cette situation historique, cet imaginaire plutôt. Ça, c'est une première question. Pourquoi n'a-t-on pas placé la question dans le contexte, un autre contexte? Pourquoi n'a-t-on pas, c'est une deuxième question, déconstruit le concept pour faire avancer encore plus la recherche? Il y a un troisième point, une troisième question concernant la diversité. On parle de diversité. Mais on en met dans nos études sur le terrain souvent, les études monographiques ou les observations empiriques, on en met souvent de politique. Et on doit dans nos analyses, à mon avis, tenir compte de politique d'immigration, politique de mobilité,
politique d'urbanisation. Et une dernière question sur l'emplacement spatial, territorial, les territorialités migratoires. Pourquoi les immigrés, ou les de première, deuxième, troisième génération, se trouvent dans des ghettos, si j'ose dire, entre guillemets, ou bien se trouvent dans des territoires discriminés. C'est-à-dire discriminés, ils sont considérés à l'écart, dans les marges. Et je vous remercie. Je vais répondre à la question de Semir Hanechi, M. Semir Hanechi, mais avant de répondre à la question de M. Semir Hanechi, j'aimerais bien remercier tous les intervenants. Merci pour vos remarques, merci pour vos commentaires. J'aimerais bien remercier aussi M. Mostra Nasraoui pour les remarques très pertinentes. Merci monsieur. Concernant la question de M. Semir Hanechi, le choix de l'échantillon. Alors, nous avons fait une étude qualitative, donc le choix, quel que soit le choix de l'échantillon, ne peut pas être représentatif à la population. En fait, le qualitatif, c'est la compréhension des enquêtés, des entretiens, de ce qu'ils disent, c'est le plus important. Et l'analyse, ensuite, va nous aider à faire des interprétations à partir de leurs propos. Voilà. Pour la question de Madame Khawla Al-Maatri sur l'identité animée par la culture et la religion. Donc, les interviewés, d'après les enquêtes, nous avons remarqué que la majorité des descendants d'immigrés, malgré qu'ils sont nés en France et reviennent par la suite en Tunisie, ils sont très attachés à la culture tunisienne, beaucoup plus que les Tunisiens de la Tunisie. Mais dans les deux rives ou juste pour des vacances, par exemple? Non. Les installés ici en Tunisie, d'accord? Ils sont très attachés à la culture, à la religion, vraiment, à la famille aussi. La chose qui n'est pas, franchement, chez nous, en Tunisie, on est de la Tunisie, mais on n'est pas très attachés comme eux. D'ailleurs, c'est la majorité des enquêtés, j'ai remarqué un attachement réel vers la Tunisie, les Tunisiens, la famille et tout. Ils aiment la Tunisie. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de venir pour s'installer ici en Tunisie, pour profiter de la Tunisie. C'est vrai, je reviens à Madame Filel, ils se sentaient rejetés, malheureusement. Vous êtes des Français, qu'est-ce que vous faites ici? Et lorsqu'ils aillent en France, ils leur disent, vous êtes des Tunisiens, qu'est-ce que vous faites ici? Donc, ils se sentent rejetés, que ce soit en Tunisie ou bien en France. C'est pas malheureusement. Mais malgré ça, j'ai remarqué, moi personnellement, un attachement vraiment très solide à la Tunisie et aux Tunisiens. Voilà. Donc, je donne la parole à Rodé. Je vous remercie aussi pour toutes les questions que vous avez posées. Mais comme vous le savez, on a énormément de choses à dire, mais on n'avait pas, en fait, on est un peu tenu à respecter les délais pour vous présenter un peu les grandes lignes. Mais effectivement, en fait, je pense que dans notre ouvrage, vous pouvez trouver toutes les réponses, mais on essaie de vous apporter quelques éléments. En fait, oui, c'était tout ce que vous avez évoqué, on l'a déjà, en fait, c'était des parties que nous avons soulevées, en fait, ça fait partie de notre recherche, la question identitaire, la symbolique, la mobilité, la question du genre, surtout, les projets, tout ça, en fait, on l'a évoqué, et puis tout type de projet. Pourquoi ceux qui sont, quel type de projet
en fait, donne plus d'ambition pour revenir, pour être là, parce que voilà, on a fait très attention par rapport à ce concept de revenir. En fait, celui qui revient, c'est celui qui est parti. Et en fait, le retour, c'est suite à un départ, mais en fait, c'est pas le cas par rapport aux descendants d'immigrés. Et là, je reviens à cette. Il faut faire très attention, en fait. Parler, c'est vrai, de franco-tunisiens, tuniso-français. On a préféré parler de binationaux, de descendants d'immigrés, de la diaspora, mais bon, ça nous arrive de parler de double nationalité. En fait, il faut faire très attention. En fait, moi, ce que je voulais préciser, c'est que l'ensemble de ces parcours s'articule autour de la volonté de construire sa place, que ce soit en Tunisie, en France ou entre les deux. Et donc, mais sans céder à l'arbitrage d'une identité plus que l'autre. Donc ça, c'est très important. Et on note en fait la présence forte de la femme. Par hasard, on a rencontré, moi personnellement, plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est que les femmes se plaignent sont plus que les hommes. En fait, il y a eu beaucoup de traumatismes, elles ont senti un rejet, même celles, en fait, que ce soit les traditionnelles ou les autoconstruites ou celles qui ont décidé de porter des projets pour la Tunisie, elles ont trouvé que des obstacles, même si elles sont dans la résilience, elles sont dans des projets qui ont longtemps en fait motivé les parents pour rentrer, mais les parents ne sont jamais rentrés. C'est comme, je ne vais pas dire un héritage, mais c'est comme si on a voulu racheter en fait, ça m'échappe le mot, une faute, voilà. Et donc c'est pour ça que nous avons rencontré toutes ces femmes avec beaucoup de volonté pour intervenir avec tout ce qui peut, avec leurs compétences, avec leur réseau, etc. Mais effectivement, malgré que elles étaient dans des projets divers, je veux dire, aussi bien dans le secteur politique, comme la députée Karima que nous avons rencontrée, de projets associatifs, des projets professionnels plutôt économiques, mais en fait, comme je l'ai dit, elles ont résisté. Bon. Qu'est-ce que je peux... Il y a pas mal de questions. Bon, en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on avait toujours gardé l'idée que la deuxième, troisième génération des descendants d'immigrés n'ont pas réussi leurs études. En fait, effectivement, on en trouve jusqu'à aujourd'hui dans la banlieue des grandes villes, mais ce qui nous a frappé, c'est que ces descendants d'immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France, de parents ouvriers, parce qu'en fait les parents ils sont partis pour travailler dans le cadre, comme vous le savez, dans les années 50-60, d'une convention entre la Tunisie et la France. En fait, la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui ont 50 et plus, ils ont été en fait dans la reproduction du métier du père. Il y en a qui se sont révoltés et qui se sont construits eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont, heureusement, ça existe en France, pas en Tunisie. À un certain âge, on peut encore toujours se former, passer des stages et évoluer. Ce n'est pas le cas en Tunisie. En Tunisie, on a un diplôme, ça y est, il n'y a pas cette possibilité. Moi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, ça existe en Tunisie. Et en fait, cette génération a tenu pour que leurs enfants réussissent. Et en fait, je vous assure, tous ceux que nous avons rencontrés, c'est des enfants réussis, c'est des jeunes réussis, c'est des cadres. Et c'est des cadres de la troisième génération qui veulent apporter un plus à la Tunisie, après la Révolution. Et ils sont dans l'informatique, ils sont dans je ne sais pas, Pierre-Noël, tous ceux qu'on a rencontrés, en fait, dans la finance, la comptabilité, l'économie. Et tous sans exception, ils ont, même ils ne sont pas conditionnés par leurs parents, mais qui veulent apporter un plus et garder un lien avec la Tunisie, qui est aussi leur pays. L'intégration en Tunisie, ça c'est vrai, moi j'ai pas en fait beaucoup travaillé, c'est plutôt en France. Les quelques-uns, moi je connais un qui est venu en Tunisie
pour être à la direction d'un organisme français. Et aujourd'hui, il s'est retiré parce qu'il s'est senti, il a voulu se libérer. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il est tunisien, il est français. Et maintenant, il a créé son projet. Il est partout en Tunisie. Il est dans l'entrepreneuriat, il est dans l'économie sociale et solidaire. Il est extraordinaire, c'est un modèle de projet. J'espère que même nous, les jeunes Tunisiens, Tuniso-Tunisiens, suivent ce genre de modèle. Voilà, il ne dit pas qu'il est intégré, mais il est en Tunisie. En fait, voilà, ce que nous avons remarqué, c'est que les parents ont une influence énorme. Les parents qui ont gardé le lien avec la Tunisie, c'est-à-dire qui viennent, qui rencontrent la famille, qui font le maximum pour que les enfants soient là, même s'ils ont des difficultés pour parler la langue. Mais c'est en fait tous ceux qui sont attachés à la Tunisie, c'est tous ceux qui ont été toujours accompagnés par leurs parents en Tunisie, qui venaient souvent, pas que pour les vacances en été, mais qui venaient souvent. Et bien c'est eux qui ont gardé un lien fort pour la Tunisie. Et parmi ceux-là, ces gens-là, ces jeunes, ce sont eux qui sont là pour s'installer et créer des projets. En fait, tout ça, c'est lié aux parents, au lien que les parents gardent par rapport à leur pays. Les parents qui sont nés ici, bien sûr. Voilà, pour ne pas accaparer la parole, je passe. Merci de parler un petit peu haut. Donc je remercie aussi une autre fois les personnes présentes ici par l'ensemble de leurs remarques. J'ai juste quelques questions qui ont été citées par Cissem et Sikhawa, je vais essayer de le prendre. Donc vous avez très bien insisté sur le fait de l'échantillonnage. Donc c'est important, comme vient de signaler ma collègue Rad, on a travaillé dans une perspective qualitative, mais quand même on a essayé quand même de respecter la représentativité géographique, comme vous avez essayé de signaler, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs l'une des entrées qui nous a permis d'identifier et de faire des entretiens. Parce que, à première vue, nous avons rencontré beaucoup de difficultés à faire le profilage de cette deuxième ou troisième génération, à les retrouver et à essayer de les enquêter. Donc on s'est entendu d'aller dans les régions de grande tradition migratoire, dans la perspective non seulement de rencontrer, mais d'élargir notre échantillon pour toucher à l'ensemble des régions géographiques tunisiennes. Et par coïncidence, ça renvoie pratiquement à la même carte de nos collègues qui ont travaillé sur la France. Donc, l'origine géographique des descendants d'immigrés interviewés en France renvoie aux mêmes régions géographiques des descendants d'immigrés que nous avons enquêtés en Tunisie. Donc vraiment, il y a une coïncidence entre les deux cas. Et je vous invite pratiquement à la page 34 du livre, vraiment, qui montre un peu la corrélation entre les deux cartes et entre les deux profils des descendants enquêtés, que ce soit en France ou en Tunisie. Donc, concernant la question genre que vient de poser Raoul, vous avez totalement raison d'insister sur le critère genre. Donc, il y a vraiment une différence entre le profil des DI masculins ou féminins, mais nous on a essayé quand même de les placer en fonction des typologies, mais en fonction symbolisée. Donc vous allez voir que les motivations de retour ne sont pas les mêmes, et parfois c'est le retour et l'enrichissement du projet d'installation vers un projet d'investissement, et il part d'entrer par le projet de motivation des femmes qui sont beaucoup plus vers le retour aux origines, l'enrichissement linguistique ou religieux. Donc voilà les questions que j'aimerais bien répondre. Donc je vais laisser la parole maintenant. Merci. Bon, il y a beaucoup d'éléments de réponses qui ont été donnés, mais en fait, parmi les réponses, moi je vous conseille à lire le livre, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on en a dites, et
là, on a été, nous, on a produit un discours sur ce que nous ont dit les gens. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on met des citations, et après les citations, on peut les interpréter plus comme on veut. Alors, rapidement, sur la question du qualitatif, en fait, quand on fait du qualitatif, on a des effets d'optique et on peut grossir un sujet qui, quantitativement, statistiquement, n'est pas forcément important. C'est vrai que ceux qui sont, par rapport à 365 000 descendants d'immigrés, le nombre d'installés est très, très limité. On a eu du mal déjà à en trouver une vingtaine. Donc, il aurait fallu faire, si on avait voulu faire un échantillon égalitaire, on aurait vu un installé ou deux. Donc, on a grossi l'échantillon des installés. Sur la question des effets de région, c'est vrai qu'il y a des effets de région dans les deux sens. C'est-à-dire du côté de Nice, dans les deux sens, c'est-à-dire de la Tunisie vers la France. Il y a un effet, la population qu'on trouve à Nice vient beaucoup de Msaken, par exemple. Il y a un effet de proximité aussi, du fait qu'on est sur la Méditerranée. La population qu'on a trouvée à Lyon vient plutôt du nord-ouest, plutôt du Kef, plutôt de Bizerte, plutôt de l'est. Donc il y a sûrement une détermination de ces régions sur les motivations, les attitudes, les comportements des gens de la diaspora qui sont en France. Il y a aussi inversement un effet de région depuis la France, ça c'est certain. Alors depuis la France, on nous a parlé beaucoup plus de discrimination dans la région de Nice, Marseille, alors que dans la région de Lyon, on nous a beaucoup moins parlé de discrimination. Il faut voir aussi qu'il nous a semblé que dans la région de Lyon, les Tunisiens étaient mieux